Après avoir survolé les besoins de la firme en matière de ressources humaines, voyons un peu ce qu'il en est en matière de capacité de la firme. Donc on a d'un côté, je dirais, les besoins, de l'autre côté, les capacités de la firme. Autrement dit, quelles sont en principe les capacités de la firme pour faire face à ses besoins de ressources humaines. Alors très schématiquement, là aussi, hein, au stade de notre étude, je dirais les principes sont simples. Je veux dire quelques mots des capacités qui peuvent être financières, à caractère général ou propres aux ressources humaines. Et deux mots aussi sur le fait que les capacités doivent équilibrer les besoins, ni plus ni moins. S'il y a trop de capacités par rapport aux besoins, ben, je dirais c'est du gaspillage en quelque sorte, c'est-à-dire la firme va surpayer des capacités inutilisées. S'il n'y a pas assez de capacités par rapport aux besoins, ben, la firme va devoir réagir. S'il s'agit de ressources humaines, par exemple, en recrutant, par exemple, en formant du personnel en interne, etc. etc. Mais on est toujours, et là c'est intéressant aussi du point de vue de l'économie, puisqu'on raisonne aussi en termes d'équilibre, on est toujours à la recherche d'un équilibre. L'équilibre étant en quelque sorte la solution la moins coûteuse pour la firme, pour éviter de surpayer en quelque sorte des capacités inemployées, ou pour ne pas se retrouver sans ces capacités et ne pas pouvoir par exemple produire. En général, ces capacités, comme je l'indique sur la diapositive, peuvent être vues sur le court terme. Le court terme étant non pas une notion de temps, enfin pas strictement de temps, enfin le court terme c'est pas un jour, une semaine, un mois, etc. Le court terme c'est la période pendant laquelle les rapports entre les facteurs de production ne se modifient pas. On ne sera plus dans le court terme dès lors, par exemple, qu'on va faire entrer de nouvelles machines qui vont remplacer les salariés qui faisaient un travail à la main, par exemple. Vous voyez un peu l'idée. Ça veut dire qu'au-delà du court terme, sur donc le moyen terme, voire le long terme, ben, il y a une adaptation possible des capacités, des besoins de la firme. Je passe rapidement sur les capacités financières ou générales de la firme, simplement pour indiquer que la capacité financière de la firme dépend, pour une bonne part, de son chiffre d'affaires actuel et futur. Donc au fond de la confiance des investisseurs dans la capacité de la firme à générer ce chiffre d'affaires. Ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, deuxième indication sur capacité financière et générale, ou générale de la firme, le chiffre d'affaires dépend en retour pour une part de la qualité des ressources humaines. On se souvient du petit schéma circulaire présenté dans l'introduction à propos de la marque employeur. Ben, on est un peu dans cette logique. C'est une partie de la qualité du service ou de la production de la firme, donc une partie de la capacité aussi de la firme à attirer de la clientèle et à faire du chiffre d'affaires, va être liée à la qualité du travail qui est fait par la firme, donc la qualité du travail rendu, fait par les collaborateurs. Troisième indication générale sur ces capacités financières ou générales, c'est pour signaler qu'à moyen et long terme, le capital et les ressources humaines, comme on l'a vu juste avant, peuvent évoluer. Par exemple, il peut y avoir, comme vous le voyez sur la diapositive, plus d'investissement. Donc on va augmenter K. Alors le capital technique ou le capital financier, ou le capital financier permettant d'acquérir du capital technique. Et peut-être qu'on va, avec cet effet d'augmentation du capital technique, ça va nous permettre de réduire, ça va permettre à la firme de réduire l'appel aux ressources humaines. En d'autres termes, les machines remplacent les salariés. Ou encore, il peut y avoir moins de ressources humaines, par exemple des fermetures d'usines, et plus de capitaux, avec des perspectives d'augmentation des rendements des capitaux, par exemple liées à la baisse des coûts de personnel, liées elles-mêmes à la diminution du personnel. C'est une dynamique aussi qu'on retrouve dans ce que j'indiquais précédemment, à savoir des éléments de chômage structurel.
depuis le milieu des années 70, et malgré des croissances invraisemblables, que ce soit des croissances en matière de finances, donc bon, ça peut être des bulles financières bien sûr, ou que ce soit des croissances réelles en matière de capacité industrielle, de tout ce que vous voulez, d'augmentation des services, et ben finalement, l'effet sur l'emploi n'a pas été à la mesure, je dirais, de la croissance du produit intérieur brut liée au progrès technique, si vous voulez. Donc, il ne suffit pas d'avoir de la croissance pour réduire le chômage, et surtout, avec la sophistication des économies au niveau mondial, il faut, semble-t-il, dans le schéma actuel en tout cas, de plus en plus d'investissements pour avoir le même effet sur le chômage. C'est-à-dire que peut-être il y a une centaine d'années, il suffisait d'augmenter les investissements de 3% et on avait une diminution du chômage de 3%. Maintenant, il faut peut-être augmenter les investissements de 30% pour avoir une diminution du chômage de 3%. Donc vous voyez que l'efficacité, si vous voulez, de l'investissement, puisqu'on parle de cette capacité, en quelque sorte, qui évolue, l'efficacité, cette capacité financière qui évolue, sous l'effet des investissements, l'efficacité des investissements semble de moins en moins grande. Alors là aussi, attention, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, c'est un peu une réflexion comme si je parlais du marché du travail global. Bon, ben là aussi, c'est le marché de l'investissement global. Naturellement, secteur par secteur, l'efficacité marginale de l'investissement, comme on dit, est différente. Il y aura des rendements donnés et assez stables, par exemple dans le domaine agricole, ce sera différent dans le domaine des services, différent dans le domaine de l'industrie, etc., etc. Donc, ces fermetures d'usines, je reviens là-dessus en 2 mots, vont peut-être avoir un effet positif sur les capitaux, avec ces perspectives d'augmentation des rendements dont je parlais, liées à la baisse des coûts de personnel. Et ça va permettre justement l'augmentation du prix des actions et de la capitalisation boursière en général. Alors, sans être un spécialiste de la finance, c'est un peu ce à quoi on assiste depuis 2008, en tendance, depuis donc la crise des subprimes, en tendance une augmentation incroyable des valeurs sur les marchés boursiers, en tendance. Alors, il y a des hauts et des bas, bien sûr. Il y a des prises de bénéfices, des effondrements, et puis ça repart. Mais la tendance est vraiment incroyablement soutenue à la hausse. Alors, au-delà des aspects financiers, les capacités de la firme sont également dictées par ses capacités générales, comme vous voyez sur la diapositive. À savoir les capacités d'absorption des biens et des services par le marché où la firme évolue, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de produire pour que les consommateurs suivent. Donc ça va dépendre des capacités d'absorption, qui peuvent être liées bien sûr à différents aspects, en particulier bien sûr des aspects financiers. Des aspects aussi de confiance dans l'avenir. Peut-être que des consommateurs ou les consommateurs globalement préfèrent épargner parce que l'avenir est incertain plutôt que consommer. Donc vous voyez, ça va avoir un impact sur la capacité de la firme à produire et surtout à voir ses produits ou ses services absorbés. Il ne suffira pas simplement qu'il y ait de l'argent dans le circuit, un peu comme c'est le cas au niveau global avec les injections financières qui sont faites par les banques centrales et en particulier dans les grands pays, Japon, Europe, Grande-Bretagne, États-Unis, où on a des injections de finances massives dans le circuit, alors de manière indirecte au niveau comment dirais-je, européen, puisque la Banque Centrale Européenne ne peut pas prêter aux États, mais elle refinance, elle rachète comment dirais-je, les dettes des banques. Elle refinance les banques, donc indirectement, elle met de l'argent dans le circuit.
Donc il y a énormément d'argent pour faire simple. Par contre, l'argent ne ressort pas. Donc c'est un peu le casse-tête qui est un gros problème actuel et surtout à venir. C'est-à-dire qu'au fond, on injecte de l'argent, mais l'argent ne produit pas d'emploi. Parce que tout simplement, les gens, que ce soit les organismes bancaires, restent frileux à prêter, que ce soit les particuliers, restent frileux à consommer. Donc l'argent est de plus en plus épargné et donc ne produit pas, ne se traduit pas par une augmentation de la capacité d'absorption des marchés de biens et de services. Donc là, il y a cette capacité d'absorption des biens et des services par le marché qui est importante. Et donc, il n'y a pas non plus de relation absolue, linéaire et simple en disant, bah, tiens, je mets de l'argent et c'est consommé. C'est une vision là qui est une vision stylisée, hein, simplifiée d'économie, non pas classique cette fois, mais d'économie keynésienne, hein, de l'entre-deux-guerres et post-Deuxième Guerre mondiale. En affinant les choses, on s'aperçoit qu'il ne suffit pas de mettre de l'argent pour qu'il soit consommé. Et puis il y a les capacités, je dirais, techniques aussi. De production. Quand je dis technique, c'est justement à court terme, c'est-à-dire sans faire varier les investissements donc en capital ni le facteur travail. On peut augmenter naturellement, on peut faire des heures supplémentaires, etc. Mais disons sans recruter, sans augmenter considérablement le coût du travail en recrutant par exemple, et sans augmenter le coût du capital en investissant en machines, en ateliers, etc., en nouveaux magasins, bon, que sais-je. Donc sans faire varier ni les investissements, ni le capital, donc, ni le travail, les capacités techniques de production d'une firme sont en général limitées à court terme. C'est-à-dire qu'elle n'a pas nécessairement des capacités inemployées qu'elle peut mobiliser, par exemple, parce qu'il y aurait une demande qu'il faut satisfaire. Je dirais, on voit ça assez fréquemment, cette incapacité à répondre, et c'est, je dirais, une bonne chose, hein, d'une certaine manière. Ça veut dire qu'on est à l'équilibre. S'il y avait une capacité de réponse en utilisant des machines inemployées, ça voudrait dire en gros qu'il y a eu, j'emploie le terme gaspillage, ce n'est pas le terme propre là, pour le coup, mais il y a eu des capacités de production inemployées pendant un certain temps. Donc voilà, hein, c'est intéressant, ces capacités firmes et ces capacités que j'appelle générales, internes ou externes. Je voulais en dire deux mots, on n'en reparlera plus puisque ce n'est pas vraiment notre sujet, mais ça rentre quand même dans notre préoccupation et dans le contexte. Donc je voulais en dire deux mots à ce titre-là. Un point important pour le marketing ressources humaines va résider bien sûr dans ce que j'appelle les capacités ressources humaines de la firme. En d'autres termes, ces capacités de gestion des ressources humaines. Alors, quand je parle de capacités en termes de ressources humaines, je parle des capacités de gestion. Hein. Je ne parle pas du nombre de personnes employées, etc. Bon, ça, ok. Donc je précise les choses. Alors, je décris sommairement hein, ces aspects sur la diapositive. Alors il y a trois grands aspects que je vais commenter. On va les passer en revue ensemble. Alors, premièrement, souvent, la taille de la firme va déterminer sa capacité à gérer les ressources humaines. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh ben, il va falloir, il faut recruter, il faut payer, il faut former, il faut éventuellement licencier, il faut éventuellement sanctionner dans une procédure disciplinaire, il faut éventuellement établir le dialogue social, il faut éventuellement faire respecter le règlement intérieur s'il y en a un, il y a tout un tas d'aspects et tout ça, ça réclame du monde et du monde généralement spécialisé. Donc la taille de la firme va avoir un effet sur ça. Dès lors que la taille va augmenter, ben, il va falloir comment dirais-je, la firme se professionnalise du point de vue de la gestion des ressources humaines. Je ne parle pas du point de vue des ressources humaines. Ok, les ressources humaines, elles doivent augmenter peut-être parce qu'on va augmenter la production, parce qu'on va ouvrir de nouveaux magasins, de nouveaux ateliers, parce qu'on va rechercher de nouveaux débouchés, etc.
Ça, ok, c'est les ressources humaines, encore une fois, je le redis, les ressources humaines en nombre. Mais je parle de la gestion des ressources humaines. Ça, c'est un aspect. Je vais juste voir avec vous juste après. Voilà, sur ce point-là, il y a une étude qui est déjà un peu ancienne, 2013, mais regardons-la ensemble. Une étude qui vient du Conseil d'orientation pour l'emploi, donc il y a un organisme national qui conseille le gouvernement en matière de politique de l'emploi, et qui est très intéressant. Lisons-le ensemble. Ils nous disent, ces gens du Conseil d'orientation pour l'emploi, il existe au moins en partie une sorte d'effet de taille, ce dont je parlais à l'instant, lié aux capacités de l'entreprise en GRH. Souvent, les entreprises ayant des volumes de recrutement faibles et ou dont les capacités d'expertise ressources humaines sont faibles connaissent des difficultés de recrutement. Par contre, les entreprises qui sont amenées à recruter souvent et ou qui ont des capacités ressources humaines importantes se trompent moins dans le choix des candidats, des exigences réalistes, la détermination correcte de la rémunération au regard du marché, moins de difficultés dans la définition et dans la rédaction des offres d'emploi ou dans la conduite des entretiens d'embauche, etc. Il y a un deuxième aspect à souligner dans le droit fil de ce qu'on vient d'évoquer, c'est la capacité de gestion des ressources humaines en termes quantitatifs de la firme. Donc c'est un aspect véritablement spécifique, comme on vient de l'indiquer, à savoir les flux de recrutement, est-ce qu'ils sont nombreux ou pas nombreux, la masse salariale gérée, le chiffre d'affaires également. Tous ces aspects-là vont déterminer en quelque sorte une capacité quantitative de la firme à gérer les questions de ressources humaines. Et puis, il y a un autre aspect qui est un troisième aspect que je voulais souligner, qui concerne la capacité qualitative ou bien la structuration des emplois dans la firme. Ça comprend par exemple la diversité des emplois, la capacité de la firme à concevoir des nouveaux types d'emplois, la souplesse de recrutement, c'est-à-dire par exemple la capacité à anticiper des recrutements sur des emplois non encore rentables, mais potentiellement intéressants pour la firme, sa capacité également à définir une échelle de poste et de qualification cohérente, par exemple cohérence entre les diplômes et les fonctions, entre les fonctions et les salaires, la question de l'équité des postes, de sorte que chacun puisse estimer recevoir son dû et ne pas être en quelque sorte sur sa faim ou déçu par les prestations ou les rémunérations, par exemple, de la firme, ou même au-delà des rémunérations, la manière dont la firme considère le collaborateur. Alors, comme on l'évoque dans les documents cités dans les diapositives, il y a une nécessité, bien sûr, de renforcer la capacité de la firme à recruter. Donc je reviens sur le document qu'on a consulté du Conseil d'orientation pour l'emploi de 2013 qui est tout à fait éclairant de ce point de vue-là. Un autre document est intéressant, c'est un extrait du rapport dirigé par M. Benmézian en 2017, donc un peu plus récent, qui pointe. Alors c'est un document d'un groupe de travail du réseau Emploi Compétences de France Stratégie, qui est une agence publique qui placée auprès du gouvernement, et qui pointe lui aussi, ce groupe de travail, la nécessité de renforcer la capacité des entreprises à recruter. Donc ça n'est pas du tout anecdotique, ça veut dire que le nombre d'entreprises, je résume l'idée de base du rapport, que vous retrouverez sur la plateforme, ou du moins de l'extrait de rapport que vous retrouverez sur la plateforme, qui pointe effectivement une difficulté majeure et quelquefois sous-évaluée, qui concerne la capacité de gestion des ressources humaines et tout particulièrement de gestion des recrutements des entreprises. Donc ce n'est pas un problème anecdotique du tout. Alors toujours dans la question de la firme et de l'emploi, quelques mots sur l'adaptation de la théorie classique de l'emploi au marketing RH. Le marketing RH s'intègre à la théorie classique de l'emploi.
La diapositive que vous avez sous les yeux explique cette intégration des deux théories en, disons, quatre mouvements, hein, comme vous voyez sur l'écran. Premier aspect, c'est que pour recruter, la firme a besoin d'intervenir sur le ou les marchés du travail. Même si le recrutement se fait de gré à gré ou par recommandation, on est quand même dans un marché du travail. C'est-à-dire dans une situation de confrontation d'une offre d'emploi et d'une demande d'emploi. Ça, c'est un point important à souligner. Quelles que soient les modalités de recrutement, on est toujours dans une situation de marché. Un marché plus ou moins fermé, un marché plus ou moins libre, un marché plus ou moins contraint, mais un marché quand même. Le deuxième aspect, c'est que dans son fonctionnement habituel, la firme intervient sur des marchés soit en situation de demandeuse, par exemple elle demande des biens et des facteurs de production, des consommations intermédiaires, des capitaux techniques, des capitaux financiers, de la main-d'œuvre, etc. Donc ça participe aux facteurs de production et, je dirais, à l'ensemble des coûts de production. Soit en situation d'offreuse. Donc elle est soit demandeuse, soit offreuse ou en situation d'offre. Elle offre des biens ou des services qui constitueront finalement son chiffre d'affaires, comme on l'a vu de manière simplifiée dans la présentation du système, de la firme. Le troisième point, le troisième aspect, pour caractériser cette adaptation de la théorie classique au marketing RH et de l'intégration du marketing RH dans la théorie classique de l'emploi. Troisième aspect, c'est que du point de vue qui nous occupe dans ce diaporama, je rappelle qu'on cherche à schématiser le mécanisme de l'offre d'emploi émanant de la firme pour mieux comprendre l'intervention du marketing ressources humaines. Alors de ce point de vue, l'originalité du marketing RH et de la marque employeur se manifeste dans le fait que la firme va devoir intervenir à la fois sur l'offre et à la fois sur la demande d'emploi, à la fois sur l'offre d'emploi et à la fois sur la demande d'emploi. Et ça, c'est une position tout à fait intéressante. Finalement, du fait de sa position, la firme n'est pas simplement demandeuse ou n'est pas simplement offreuse, elle intervient, comme vous le comprenez, des deux côtés du marché. Et ça, c'est très très intéressant. C'est même intéressant du point de vue des politiques de l'emploi, mais enfin, ça n'est pas notre sujet. Quatrième aspect, pour clarifier, je dirais, l'intégration des deux théories, marketing RH et théorie classique de l'emploi. Quatrième aspect, la firme, du fait de ce qu'on vient de dire juste avant, va agir sur son offre, ça c'est habituel, et conforme finalement à la théorie classique de l'emploi, et va agir sur la demande d'emploi, dirigée vers elle. Sorte d'inbound marketing, comme on dit. Donc voilà quelques éléments, hein, je dirais, sur cette question que je lis avec vous. Hein. Donc à l'appui du marketing RH, la firme va privilégier la formule de l'inbound marketing par rapport à l'outbound marketing. Donc élargir la base de recrutement, mais en ciblant les collaborateurs potentiels aptes aux emplois proposés. Et je cite un extrait de texte. L'inbound marketing consiste à capter l'attention d'une personne à qui on cherche à vendre un produit ou un service, donc un prospect, grâce à un contenu de qualité et de bonne notoriété. Il a été élaboré, cet inbound marketing, en réponse aux méthodes traditionnelles de marketing, aussi appelées outbound marketing, c'est-à-dire celles qui envoient des messages publicitaires à un public non qualifié et uniquement réceptif afin de le convaincre d'acheter les produits de la firme. Donc, l'inbound marketing a, lui, pour objet de répondre à une demande. Donc on reverra cet aspect, mais qui est tout à fait intéressant parce qu'il donne finalement le sens du message, le sens dans tous ces aspects, c'est-à-dire qui s'adresse à qui pour dire quoi. Donc on est vraiment dans la base même de la communication. Et donc là, le message ne va pas simplement de la firme vers l'extérieur, c'est un message qui invite les observateurs, les futurs collaborateurs, donc dans le cadre du marketing RH, ou les clients dans le cadre du marketing produit,
à diriger leur regard vers la firme pour essayer de repérer dans la firme ce qui est intéressant. Par ce mécanisme-là, la firme va donc chercher à accroître en quantité, en nombre, dirons-nous, et en qualité, c'est-à-dire en aptitude, la demande d'emploi qui est dirigée vers elle. Elle va fonctionner, la firme, et ça c'est l'originalité du recours au marketing RH et à la marque employeur, en ciblant ses futurs collaborateurs et en se rendant elle-même attractive et en rendant attractives ses propres offres d'emploi. C'est vraiment un mécanisme à bien comprendre qui n'est pas facile. Enfin, je ne dis pas que c'est difficile à comprendre, mais il y a cette présentation dans quel sens va l'information qui n'est pas toujours aisée à comprendre. Donc on vient de voir cette diapositive, j'en redis quelques mots pour fixer les idées, parce que pour mieux comprendre le mécanisme du marketing RH et de la marque employeur, il faut avoir la connaissance ou des notions de ce vocabulaire. Ce texte, comme je l'indiquais, est intéressant car il définit finalement les notions d'inbound marketing et d'outbound marketing qui sont utiles pour aller un tout petit peu plus loin dans la distinction entre le marketing commercial ou produit et le marketing ressources humaines. Le marketing commercial ou marketing produit est plutôt dirigé, je dirais, vers la clientèle, vers les prospects, pour essayer, comme dit le texte, de les convaincre d'acheter. On pourrait penser que c'est un tout petit peu la même chose en matière de marketing ressources humaines, et pourtant pas tout à fait, dans la mesure où justement le marketing ressources humaines va inviter les clients, en l'occurrence les futurs collaborateurs, à se tourner vers la firme. Donc, bon, on aura l'occasion de regarder de nouveau ces aspects-là.